Salut à tous et bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic. J'espère que vous avez la pêche les amis. Alors aujourd'hui on va traiter l'UFC Fight Night 246, Moreno versus Albazi et récap l'UFC 308, Topuria versus Holloway. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout de mettre un pouce en l'air s'il vous plaît les amis si le contenu vous plaît. Ça aide au référencement sur YouTube. Vous pouvez laisser un commentaire pour me donner vos pronos, je vous réponds avec plaisir et j'aime bien avoir vos avis et échanger avec vous sur le sujet. Avant de commencer, je vous conseille la chaîne Moment MMA qui traite de l'actualité chaque semaine dans des formats courts de 15 à 20 minutes et c'est très intéressant. Alors pour l'UFC 308, on retrouvait 5 combats sur la carte principale. En premier, chez les middleweight, on avait Sharapoutin Magomedov contre Armen Petrosyan, combat de striker. Je vous avais conseillé de choisir Sharapoutin, je pensais que il pourrait faire la différence avec la créativité de son striking. Petrosyan qui a un striking plutôt classique. Et au final, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec un superbe double back fist qui a surpris tout le monde. Armen Petrosyan le premier. Et le combat a donc été arrêté pour un KO au deuxième round. Donc on en est à 1/1 pour les pronos. Ensuite, deuxième combat catégorie featherweight, on retrouvait Leron Murphy, l'invaincu anglais contre Dan Ige, le vétéran. Je vous avais conseillé de choisir Leron Murphy, même si j'avais un petit peu peur de la puissance de Ige. D'ailleurs, en fin du premier round, il y a eu une alerte quand même. Murphy s'est fait envoyer au tapis. Mais il a su tenir et contrôler le combat. Dan Ige a quand même un petit peu baissé en régime dans le deuxième et le troisième round. Son cardio était plus là et Murphy en a profité pour remporter donc la victoire par décision unanime. On en est donc à 2 pour les pronos. Ensuite, en troisième combat catégorie light heavyweight, on retrouvait Magomed Ankalaev contre Alexander Rakic. Je vous avais conseillé de choisir Ankalaev. Je pensais que son striking, même si Rakic est quand même très bon, je voyais Ankalaev être capable d'être, voilà, de peut-être même trouver un finish. Alors dans le premier round, il a été assez timide Ankalaev, mais dans le deuxième, il a commencé à sortir un peu les armes. Rakic, lui, par contre, il s'est fait toucher quelques fois, il a commencé à reculer après, et reculer jusqu'à la fin, sans proposer grand-chose. Donc il a perdu le combat par décision unanime, victoire de Magomed Ankalaev assez logique, qui apparemment sera le prochain donc, à affronter Alex Pereira. Donc combat intéressant à venir. Et on en est donc à 3/3 pour les pronos. Ensuite, en co-main event, on retrouvait en catégorie middleweight le combat très attendu de Robert Whittaker contre Khamzat Chimaev. Un combat qui était compliqué à pronostiquer pour pas mal de gens. Beaucoup voyaient l'ancien champion Whittaker remporter la victoire avec ce qu'il avait mis forcément dans son dernier combat contre Aliskerov, le KO très rapide. Je pense que ça avait induit en erreur pas mal de gens. Chimaev avait également mis un KO, j'avais précisé Aliskerov à l'époque au Brave. Et je voyais quand même vraiment très peu de chances que Whittaker échappe au sol sur le premier round. Il s'est fait emmener au final assez rapidement après deux low kicks et il a pas su vraiment, il a su un moment se relever pour se faire emmener au sol quasiment instantanément. Et au final, on a vu ce qui s'est passé, il s'est fait éclater la mâchoire avec les dents et la gencive qui ont sauté. C'était horrible pour lui, à mon avis, il va en avoir pour très longtemps pour se remettre. Et quant à Chimaev, victoire vraiment très impressionnante. Et ça faisait plaisir au final, parce qu'on en est à 4/4, on était quasiment pas loin du ticket complet. Et donc en main event, on retrouvait catégorie featherweight le champion Ilia Topuria face au champion BMF Max Holloway. Je vous avais conseillé de choisir le champion Topuria, je savais que c'était un combat compliqué. Mais pareil, un peu comme pour Whittaker, il y a pas mal de gens, je pense, qui avaient un petit peu aveuglé par la victoire d'Holloway sur Justin Gaethje avec le KO spectaculaire qu'il y avait eu pour la ceinture BMF. Mais bon, j'avais bien précisé, c'était un KO qui était arrivé parce qu'ils étaient arrivés au centre de l'octogone. Mais sinon, c'était rare qu'on ait des KO effectivement d'Holloway. Moi, pour ce combat-là, je voyais une décision. J'avais même du mal à voir Topuria mettre KO Holloway vu que c'était jamais arrivé. D'où ma surprise sur le KO au troisième round, surtout qu'Holloway avait vraiment bien pris la fin du deuxième round, je trouvais. Il commençait un petit peu à prendre des coups dans le début du deuxième, l'Hawaïen, mais c'est lui, je trouve, qui avait repris l'ascendant dans le deuxième. Ça commençait pas à devenir compliqué, mais Topuria, il a continué à mettre la pression même dans le troisième round. Avec ses enchaînements, cette précision, c'était vraiment impressionnant. Quelle boxe du champion, et puis quelle ténacité, quelle puissance. Pour l'instant, à mon avis, il va rester champion un bon moment, on va voir ce qui va arriver derrière, apparemment il va y avoir une revanche contre Volkanovski, donc à voir pour la suite. En attendant, on a rentré un ticket de 5/5 les amis, c'était vraiment top. J'ai partagé ça sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Je n'avais pas précisé, mais les liens ils sont dans la description de la chaîne pour ceux qui ne le savent pas. Et tous les tickets gagnants sont partagés directement là-bas dans des petites vidéos où on voit les récaps des combats. Donc n'hésitez pas à les regarder si vous voulez vous faire une idée, parce que j'ai rentré des combinés de 5, de 4,
Il y en avait un où j'avais pas mis Topuria quand même, j'avais seulement mis les 4 premiers combats. Et des combinés de 3 que j'ai rentré aussi avec des superbes cotes. Alors l'UFC Fight Night 246 Moreno versus Albazi se tiendra le 2 novembre, dans la nuit du samedi au dimanche, et on retrouve 6 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat, catégorie welterweight, Mike Malott contre Trevin Gill. Alors Mike Malott, il est canadien, il a 32 ans, 10 victoires pour 2 défaites. Sur les 10 victoires, 4 finishes par KO, KO technique, 6 soumissions et aucune décision. Pour ces 2 défaites, il a perdu 2 fois par KO, KO technique. D'ailleurs, son dernier combat, c'est une défaite par KO technique contre le vétéran Neil Magny, dans la dernière minute du combat, après que Mike Malott ait quand même dominé l'ensemble, on va dire, des 2 premiers rounds, et même le 3e, il se dirigeait vers une victoire par décision avant de se faire retourner et de subir une série de frappes qui l'a forcé à abandonner. Il est donc opposé à Trevin Gill. Trevin Gill, il est américain, il a 32 ans, 16 victoires pour 6 défaites. Sur les 16 victoires, 6 finishes par KO, KO technique, 5 soumissions et 5 décisions. Pour ces 6 défaites, il a perdu 3 fois par KO, KO technique et 3 fois par soumission. Son dernier combat, c'est une défaite par KO contre Carlos Prates, c'était au mois de février 2024. Pour les cotes, on retrouve favori Mike Malott avec une toute petite cote à 1,35 et une grosse cote à 2,92 pour l'américain. Alors Mike Malott, le Canadien qui sera donc à domicile, c'est un combattant qui a un grappling assez solide. Il a un bon travail en ligne basse avec de bons low kicks. Par contre, je trouve qu'il a une boxe assez moyenne, c'est pas le meilleur boxeur, mais il est assez prudent, il prend pas trop de risques, il se déplace beaucoup, il tourne beaucoup, et un cardio, on peut quand même se demander face à Neil Magny, c'est vrai que dans le 3e round, il a accusé le coup, c'est peut-être ce qui a fait qu'il a perdu justement. Et on peut se demander voilà, s'il n'y a pas un petit problème de cardio face aux vétérans, surtout Neil Magny, qui lui, on sait, il est bon jusqu'à la fin. Il a beaucoup d'expérience, donc peut-être aussi l'expérience au sol. Je me souviens qu'avant de prendre la série de frappes, il tentait encore des clés de jambes, alors qu'il aurait peut-être pu trouver le moyen de tenter de se relever, sortir de ça. Et ça avait été compliqué pour lui. Trevin Gill, lui, je trouve qu'il est meilleur boxeur. Je pense qu'il aurait une meilleure boxe que Malott. Il est plus rapide, plus agressif, il est assez athlétique quand même. Par contre, il n'a pas un très bon grappling. Il faudrait pas que ça aille au sol, et on sait que Mike Malott, lui, il a un grappling plus que correct. Il a de bonnes saisies, de bonnes projections. Alors je pense que sur les premiers échanges, il faudra que le Canadien soit prudent par rapport à la puissance de l'Américain. Je pense qu'il y a plus de puissance dans les points de Trevin Gill. Et Trevin Gill, même s'il est sur 2 défaites sur ses 2 derniers combats, avant il combattait en middleweight. Il avait même perdu un contre Dricus du Plessis en 2021 ou Michael Morales. Il s'était fait finir par KO et par KO technique. Mais il avait quand même battu le solide Roman Dolidze en 2021 également. Donc ces 2 derniers combats, c'est des défaites par KO contre Prates, et il s'était fait aussi soumettre en une minute contre Gabriel Bonfim, c'était au mois de juillet l'année dernière. Donc le sol, c'est pas trop son truc. Lui, l'américain, je pense qu'il vaudra mieux qu'il garde le combat debout. Si ça part au sol, ça va être difficile. Donc les premières minutes vont être dangereuses pour le Canadien avec la boxe, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, même s'il n'est pas très bon boxeur, il est assez prudent, c'est pas le genre à rentrer et à faire la guerre. Et il pourrait essayer de commencer à travailler avec les kicks, pas mal tourner, essayer d'attendre le bon moment pour essayer d'envoyer Gill au sol. Trevin Gill, par contre, s'il se retrouve sur le dos, il pourrait peut-être se relever au début avec de l'explosivité, mais passer le premier round, je pense que ça va être difficile. Et j'ai peur pour lui, à mon avis, sur le travail au sol. Je pense que Malott pourrait être capable éventuellement de le finir avec des frappes. Peut-être de le soumettre aussi, parce qu'il a quand même pas mal de soumissions à son actif. Malott, sur les 10 victoires, il y a quand même 6 soumissions. À l'UFC, même s'il n'a pas soumis des gros noms depuis qu'il est arrivé, depuis sa victoire au Dana White Contender en 2021, le gros test pour l'instant c'était quand même Neil Magny, donc ça redescend un petit peu avec Trevin Gill. C'est un adversaire qui est plus accessible, je trouve, pour le Canadien, qui en plus, comme je l'avais dit, est à domicile. Donc je vois plus une victoire du Canadien. Je pense qu'il peut dominer le combat au sol. Ça pourrait être éventuellement une décision, peut-être un finish, c'est possible, mais tout dépendra de l'énergie que va envoyer Trevin Gill dans les 2 premiers rounds. Donc je vous conseille de choisir Mike Malott, les amis. Je pense que ça reste le choix le moins risqué. Alors la cote est un petit peu basse, ce sera bien dans des combinés, mais pas pour un pari simple. Éventuellement des combinés de 2 ou de 3. On retrouve ensuite catégorie middleweight, Marc-André Barriault contre Dustin Stolfus. Barriault, il est canadien, il a 34 ans, 16 victoires pour 8 défaites. Sur les 16 victoires, 10 finishes par KO ou KO technique, une soumission et 5 décisions. Pour ces 8 défaites, il a perdu 2 fois par KO KO technique, 1 fois par soumission et 5 fois par décision. Son dernier combat, c'est un KO contre Joe Pyfer. C'était au mois de juin 2024. Il avait perdu
avec un gros KO en à peine 1 minute 25. Il est donc opposé à Dustin Stolfus. Stolfus, il est américain, il a 32 ans, 15 victoires pour 6 défaites. Sur les 15 victoires, il y a 2 finishes par KO technique, 6 soumissions et 6 décisions. Pour ses défaites, sur les 6 défaites, 2 défaites par KO technique, 2 par soumission et 2 par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par KO au premier round contre Bruno Ferreira, où il avait pris un gros coup en spinning back elbow et il s'était retrouvé donc, c'était à même pas quelques secondes de la fin du premier round, il avait été arrêté par l'arbitre. Pour les cotes, on retrouve favori Marc-André Barriault avec une cote à 1,44 et une cote à 2,58 pour l'américain Dustin Stolfus. Alors Marc-André Barriault, c'est plutôt un striker, hein. Il y a quand même beaucoup de finishes par KO technique, hein. Sur les 16 victoires, il y a quand même 10 finishes par KO technique, c'est quand même assez impressionnant. Il avait fait une split decision où il avait perdu contre Chris Curtis, où il s'était quand même bien débrouillé dans ce combat, je l'avais quand même trouvé assez bon jusqu'à la fin. Il est donc sur 2 défaites. Avant ça, il avait battu, c'était Julian Marquez par KO technique, je me rappelle, en 2023. Et il s'était fait soumettre par le spécialiste du grappling, Anthony Hernandez. Donc le combat, je suis pas certain vraiment que ça aille au sol. Dustin Stolfus, il a quand même 6 victoires par soumission, mais je sais à quel point Marc-André Barriault est difficile à emmener au sol. Il a une bonne défense de takedown. Et le striking compliqué, hein, pour Stolfus. Il avait même pris un KO en à peine 19 secondes, je me rappelle, contre Abu Magomedov au mois de septembre 2022. Il avait quand même réussi à soumettre Poignele Soriano, c'était au mois de décembre l'année dernière. Mais je suis pas certain qu'il arrive à emmener au sol Barriault. Et en striking, je pense que ça va être compliqué pour lui. Le Canadien en plus est à domicile, il va être un peu porté par la foule. Et je pense que Stolfus, ça va être compliqué, même s'il a un bon sol, hein. Il est pas non plus, c'est pas non plus le meilleur. Il s'est fait soumettre aussi plusieurs fois contre Rodolfo Vieira ou Gerald Merchert en 2021. Donc moi je le trouve vraiment pas exceptionnel, Stolfus, en fait. Je trouve que c'est un combattant vraiment sans lui manquer de respect, un peu genre seconde zone. Alors que Marc-André Barriault, il a quand même affronté des adversaires beaucoup plus dangereux. Donc j'ai du mal à voir une victoire, un chemin vers la victoire pour l'américain. Je vois plutôt le Canadien remporter ce combat. On pourrait avoir un finish par KO technique, c'est possible, mais ça pourrait être une décision aussi. Mais je pencherais plus quand même pour un finish du Canadien, qui à domicile, il pourrait se lâcher un peu. Barriault, de toute façon, il est sur 2 défaites. Stolfus, même s'il avait une victoire l'année dernière, sur ses 5 derniers combats, ça fait quand même 3 défaites. Et même si on remonte sur les 8 derniers combats, ça fait 5 défaites, c'est beaucoup. Donc il n'a pas vraiment beaucoup de réussite dans la catégorie middleweight. Barriault, il est quand même assez massif, donc je suis pas certain que Stolfus il arrive à le contrôler au sol et à faire du dégât ou même réussir à vraiment le soumettre. Non, vraiment ça me paraît difficile pour l'américain. Donc je vous conseille de choisir Marc-André Barriault, les amis, je pense que ça reste le choix le moins risqué. On retrouve ensuite catégorie heavyweight, Caio Machado contre Bredson Ribeiro. Machado, il est brésilien, il a 30 ans, 8 victoires pour 3 défaites. Sur les 8 victoires, il y a 4 finishes par KO technique, 2 soumissions et 2 décisions. Pour ces 3 défaites, il a perdu 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par décision unanime contre Dontel May, c'était au mois d'avril 2024. Il est donc opposé à un compatriote, un autre brésilien, Bredson Ribeiro, qui a 28 ans, 15 victoires pour 7 défaites. Sur les 15 victoires, il y a 9 finishes par KO technique, 6 soumissions, aucune décision. Pour les 7 défaites, il a perdu 3 fois par KO technique et 2 fois par soumission et 2 décisions. Il est sur 2 défaites également pour ses 2 derniers combats. Son dernier combat, c'est une défaite par décision majoritaire. Et c'était au mois de juin 2024, c'était contre Magomed Gadzhiyazulov. C'est pas facile à prononcer. Donc on va aller regarder les cotes. Le favori, on retrouve le brésilien Caio Machado favori avec une cote à 1,58 et une cote à 2,23 pour Ribeiro. Alors Caio Machado, même si c'est un brésilien et qu'ils font tous forcément du JB, c'est plutôt un kickboxer, c'est plutôt avec ses points qui gagne ses combats. Dans l'organisation, c'était au Battlefield Fight League, il a été champion 3 fois qu'il a décroché la ceinture des poids lourds. Et c'est un striker et quand même il aime la bagarre. Il est capable d'avoir de bons retraits du bus, de revenir pour mettre KO son adversaire. Je me souviens, il avait fait un KO comme ça, dos à la cage, en esquivant les coups, en revenant et en éteignant son adversaire avec un seul coup. Bon, il a réussi son premier combat Dana White Contender au mois d'août l'année dernière, mais depuis il est sur 2 défaites. 2 défaites par décision, où le niveau à l'UFC, c'est supérieur, hein, forcément au Battlefield Fight League. Et pour l'instant, il n'a pas réussi vraiment à trouver ses marques depuis sa première victoire. Mais c'est la même chose pour Ribeiro. Ribeiro, il est sur 2 défaites depuis sa victoire au Dana White Contender, où il avait mis KO Bruno Lopez.
Depuis, il a perdu avec un KO assez rapide, c'était contre Zhang au mois de février. Et il avait pris un KO sur quasiment les premiers échanges en moins de 2 minutes. Il s'était pris une rafale et il était tombé. Et il a perdu donc son dernier combat par décision majoritaire. Ça reste quand même un combattant, on va dire, assez complet. Lui, il est capable d'emmener au sol Ribeiro et de garder son adversaire, être dans la garde ou passer la montée, de chercher la soumission, de mettre des frappes pour vraiment chercher le finish, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, il a aucune victoire par décision. C'est vraiment quelqu'un qui cherche le finish. Mais il a quand même tendance à faire la guerre aussi parfois. Et je trouve qu'il n'a pas non plus une super boxe. C'est pas le meilleur striker. Et contre Machado, il faudra qu'il fasse attention. C'est plutôt Ribeiro le genre à aller envoyer, je trouve, un peu comme voilà, vraiment la bagarre de bar. Et ça, c'est souvent du à toi, à moi. Et au niveau à l'UFC, bah, comme on a pu le voir contre Zhang, ça lui a coûté cher. Machado, comme je le disais avant, il a quand même été 3 fois champion d'une petite ligue. Et donc c'est un combattant qui est habitué plus à la pression. Même s'il a raté ses 2 premiers combats, je pense qu'il devrait avoir l'avantage sur Ribeiro en striking. Je suis pas certain non plus que Ribeiro réussisse à emmener Machado au sol et à le tenir et à remporter le combat comme ça. Vu que c'est un Brésilien, je le disais, même s'il est plutôt bon en striking, il a quand même une bonne défense au sol. Il a aussi des victoires par soumission, Machado, même s'il n'en a pas beaucoup, il en a que 2. Donc il est capable de défendre, je pense, les potentielles tentatives d'amener au sol et de garder le combat debout. Et je pense qu'on peut avoir un finish, hein. C'est des heavyweight, ça cogne assez fort. J'ai du mal à avoir une décision dans ce combat, même si c'est possible, mais je pencherai plus quand même pour un finish. Donc je vous conseille de choisir Caio Machado, les amis. Je pense que ça reste quand même le choix le moins risqué, mais restez prudent, c'est des heavyweight comme j'ai dit juste avant et tout peut se passer. On retrouve en 4e combat, catégorie heavyweight, Derek Lewis contre Jonathan Diniz. Lewis, il est américain, il a 39 ans, c'est un vétéran, 28 victoires pour 12 défaites. Sur les 28 victoires, 23 finishes par KO technique, une seule par soumission et 4 décisions. Pour les 12 défaites, il a perdu 7 fois par KO technique, 2 fois par soumission et 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique contre Rodrigo Nascimento, et c'était au mois de mai 2024. Il est donc opposé à Jonathan Diniz. Diniz, il est brésilien, il a 33 ans, 8 victoires pour aucune défaite. Sur les 8 victoires, on a 7 finishes par KO ou KO technique et une seule décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime contre Carl Williams, c'était au mois d'août 2024. Pour les cotes, on retrouve favori le brésilien, Diniz avec une cote à 1,56 et une cote à 2,28 pour Derek Lewis. Alors pour ce qui est de Derek Lewis, The Black Beast, on sait que c'est essentiellement un striker, hein, 28 victoires, 23 finishes par KO technique, ça parle tout seul. Une soumission, j'avoue que je me rappelle même pas de cette victoire par soumission. Et pourtant non, ça devait être avant l'UFC je pense, parce que vraiment j'ai aucun souvenir d'une victoire par soumission de Derek Lewis à l'UFC. Ah oui, je vois que c'était en novembre 2010, je suis remonté, c'était dans une petite organisation. Donc depuis qu'il est à l'UFC, il a affronté quasiment tout le monde, hein. Il a même eu sa chance pour la ceinture, c'était contre Daniel Cormier en 2018. Après qu'il ait enchaîné une belle série de victoires, il avait battu Marcin Tybura, Francis Ngannou dans le combat extrêmement chiant, et Alexander Volkov qu'il avait réussi à mettre KO au 3e round. Bon, après contre Cormier il s'était fait soumettre, hein, au 2e round. Et après il avait perdu contre Junior Dos Santos par KO technique, l'ancien champion aussi. Il avait réussi à refaire une belle série de 4 victoires en 2019, 2020, 2021 en battant des noms comme Ilir Latifi, Bogo Ivanov, Alexei Oleinik, Curtis Blade même qu'il avait mis KO, ça je m'en souviens. Et après il avait perdu contre Cyril Gane pour la ceinture intérim. Donc voilà, il pêche toujours avec on va dire un parcours en dents de scie, hein. Il va mettre KO des Chris Dokos ou des Marcos Rogerio de Lima, mais il perd contre Sergei Spivak, contre Pavlovich, contre Tai Vaza, soit contre les gros cogneurs ou alors ceux qui ont du sol. Ça va souvent être ça, Derek Lewis, s'il se retrouve au sol, voilà, ça va être le syndrome de la tortue, comme contre Gelton Almeida où il s'est fait dominer par décision sur les 5 rounds, où il a passé une grande partie du combat sur le dos, à pas réussir à se relever. Et par contre, il est compliqué à soumettre Derek Lewis. Que ce soit qu'il soit sur le dos ou qu'il soit pris, même si on prend son dos, il n'est pas facile à attraper en étranglement. À voir comment justement Daniel Cormier, lui, l'avait réussi, mais je sais que beaucoup de combattants ont essayé et ils n'ont pas réussi à soumettre Derek Lewis. D'ailleurs, il a perdu que 2 fois par soumission sur ses 12 défaites. Il a plus perdu par KO technique, ça montre bien qu'il est quand même compliqué à soumettre. De toute façon, il n'aurait pas vraiment de problème de soumission ou de sol, puisque Diniz c'est un striker. Il a 8 victoires et 7 victoires par KO technique, donc 7 finishes, pardon. Et depuis qu'il est arrivé à l'UFC, il avait mis KO Stanley, il avait éteint au 2e round. Alors par contre, Diniz, il prend quand même des coups dans ses combats. Quand il est capable d'en prendre un pour en donner 2 ou 3, il a une boxe, vraiment une bonne boxe, très précise, une très bonne droite, il a de la puissance dans les poings.
Il avait été en Stan Lane, c'était quand même impressionnant, même si Lane, il n'est pas connu comme un heavyweight avec un très bon menton. Sa victoire contre Carl Williams dans son dernier combat, Diniz, il a quand même sonné 3 ou 4 fois Williams dans le combat, si je me souviens bien. Et il s'était fait emmener au sol dans le dernier round, mais il avait réussi à tenir. De toute façon, je pense pas vraiment que Derek Lewis cherche le sol, à moins que vraiment il en ait l'occasion et qu'il soit complètement sonné. Mais de toute façon, c'est loin d'être un très bon lutteur, Lewis. Et je pense que Diniz réussira à se prôler ou éventuellement à se relever s'il se fait emmener au sol. Par contre, il faudra quand même que Diniz donc soit prudent face à la puissance de Derek Lewis et l'expérience, bien sûr. Derek Lewis, comme je le disais, il a affronté les plus grands noms. Il est à l'UFC depuis vraiment longtemps. Il a beaucoup plus de combats que Jonathan Diniz. Diniz, même s'il a déjà 33 ans, il a que 8 combats à son actif en MMA. Et il a quand même voilà, c'est un bon bagarreur. Il aime faire la bagarre. Même pendant 3 rounds contre Carl Williams, il cherchait vraiment à l'échange en boxe. Lewis, je pense que ça pourrait se passer sûrement comme on avait vu contre Tai Tuivasa ou Pavlovich, où il s'était fait éteindre par des bons punchers. J'ai peur que ça se reproduise un peu le même scénario. Alors après, Diniz, s'il est prudent, normalement il pourrait même peut-être potentiellement finir ce combat. Il peut éteindre Lewis, on a déjà vu Lewis dormir, hein. Donc il y a une possibilité de finish, puisque c'est des poids lourds, de toute façon, ils ont la puissance dans les points pour éteindre. Mais voilà, si Diniz il fait pas attention, il peut se faire éteindre aussi par Lewis, même si on l'a jamais vu. Je le dis, il prend quand même pas mal de coups, Diniz. Après, il a l'air vraiment d'encaisser, d'avoir un bon menton, parce que même contre Austin Lane qu'il a endormi, il avait quand même pris des coups au visage. Donc voilà, s'il est prudent, normalement ça devrait passer. Donc je vous conseille de choisir le Brésilien Jonathan Diniz, les amis. Je pense que ça reste le choix le moins risqué. On retrouve en co-main event ensuite Erin Blanchfield contre Rose Namajunas. Catégorie flyweight, du coup Erin Blanchfield, elle est américaine, elle a 25 ans, 12 victoires pour 2 défaites. Sur les 12 victoires, il y a 2 finishes par KO technique, 4 soumissions et 6 décisions. Pour ces 2 défaites, elle a perdu 2 fois par décision. Et son dernier combat, c'est une défaite contre la française Manon Fiorot par décision unanime. C'était au mois de mars 2024, c'était un combat en 5 rounds où elle s'est fait dominer en striking par la française. Elle est donc opposée à Rose Namajunas. Namajunas, elle est française, elle a 32 ans, 13 victoires, elle est française, excusez-moi, elle est américaine, 32 ans, 13 victoires pour 6 défaites. Sur les 13 victoires, il y a 2 finishes par KO ou KO technique, 5 soumissions et 6 décisions. Pour ces 6 défaites, elle a perdu une fois par KO, une fois par soumission et 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime contre Tracy Cortez, c'était au mois de juillet. Pour les cotes, on retrouve favori Erin Blanchfield avec une cote à 1,66 et une cote à 2,10 pour Rose Namajunas. Alors ça reste un combat quand même assez compliqué à pronostiquer, surtout les combats flyweight féminins en général, c'est jamais simple d'avoir l'issue. Erin Blanchfield, elle est très forte au sol, elle a vraiment un très bon jiu-jitsu, elle s'entraîne au Renzo Gracie Jiu-Jitsu. Elle a soumis quand même pas mal d'adversaires comme Jessica Andrade, l'ancienne championne, qu'elle avait soumis, c'était au 2e round, en étranglement arrière. Elle avait également soumis avec une Kimura Molly McCann, c'était au mois de novembre 2022. Elle a quand même pas mal de finish donc par soumission, même si son dernier combat c'était contre Taila Santos, son avant-dernier combat, je veux dire sa dernière victoire, c'était une victoire par décision unanime. Contre Manon Fiorot, elle n'avait pas réussi à emmener la française au sol. Manon Fiorot, elle a une très bonne défense de takedown, elle avait imposé le striking et son rythme. Erin Blanchfield, au final, elle avait vraiment, elle s'était pas fait rouler dessus, mais elle avait vraiment pas réussi grand chose contre la française. Donc Namajunas, elle est plutôt complète, elle a quand même pas mal de victoires par soumission aussi, mais elle est plutôt du genre à striker. Depuis qu'elle a changé de catégorie, elle est sur deux victoires. Elle avait perdu son premier combat chez les flyweight contre Manon Fiorot également, où il s'était un peu passé la même chose que pour Erin Blanchfield, c'est-à-dire que Manon Fiorot avait imposé son jeu, avait dominé l'américaine, même si je trouve que Rose s'était quand même pas mal débrouillée, mais elle n'avait pas vraiment mis en danger Manon Fiorot, je trouve à aucun moment que ce soit. Avant ça, elle avait perdu donc par split decision sa ceinture contre Carla Esparza dans un des combats les plus chiants de l'histoire de la catégorie. C'était chez les bantamweight. Non, je sais plus si c'était strawweight, non c'était bantamweight, ouais c'était bien ça. Et du coup, elle avait quand même battu Weili Zhang, la championne. C'était par KO, où ça avait vraiment choqué le monde. Et après, elle avait eu la revanche par split decision. Elle avait une défaite contre Jessica Andrade où elle s'était pris un gros slam. Donc elle est quand même assez complète, Rose Namajunas, et donc sur 2 victoires d'affilée contre Amanda Ribas et Tracy Cortez par décision, où elle a montré quand même un jeu assez complet, assez propre. 2 combats en 5 rounds en plus, elle a montré quand même du cardio jusqu'à la fin. Donc contre Erin Blanchfield, je pense que Namajunas elle aura l'avantage debout. Je pense qu'elle a un meilleur striking. Par contre, il ne faudrait pas que ça aille au sol. Si elle se fait prendre le dos, même si effectivement Namajunas
Elle a qu'une seule défaite par soumission. Faudrait quand même qu'elle fasse attention parce que Erin Blanchfield, elle est quand même très très forte en grappling. Elle est capable de finir le combat. Si Namajunas fait une erreur, ça pourrait se retourner contre elle. Faudrait qu'elle fasse attention. Mais en vérité, ça reste quand même compliqué à pronostiquer ce combat-là. Même si Blanchfield elle est favori, je me dis que Namajunas, elle pourrait quand même avoir l'expérience. Elle a affronté quand même de très très gros adversaires. Elle a beaucoup d'expérience à l'UFC, plus que Blanchfield. Et je pense que ça va quand même être un combat difficile pour l'américaine Erin Blanchfield. Si elle n'arrive pas à emmener au sol, ça pourrait être un peu comme contre Manon Fiorot. Et je pense que Namajunas a quand même c'est une carte à jouer dans ce combat-là. La cote à 2,10 elle est sympa, donc après bon, j'ai pas beaucoup de réussite sur les combats féminins, je me trompe assez souvent, surtout dans les flyweight. Donc je vous conseille quand même de tenter Rose Namajunas pour la cote à 2,10, ça peut être intéressant, mais restez prudent parce que bon, avec Erin Blanchfield, on sait jamais, ça reste quand même compliqué. Et on retrouve en main event catégorie flyweight Brandon Moreno contre Amir Albazi. Brandon Moreno, il est mexicain, il a 30 ans, 21 victoires pour 8 défaites. Sur les 21 victoires, 5 finishes par KO ou KO technique, 11 soumissions et 5 décisions. Pour les 8 défaites, il a perdu seulement 8 fois par décision, aucun finish. Il est sur 2 défaites, malheureusement son dernier combat c'est une défaite contre Brandon Royval par split decision, c'était au mois de février 2024. Il est donc opposé à Amir Albazi. Amir Albazi, il est irakien, il a 31 ans, 17 victoires pour une seule défaite. Sur les 17 victoires, il y a 5 finishes par KO ou KO technique, 9 soumissions et 3 décisions. Sa seule défaite, elle a été par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par split decision contre Kai Kara France, c'était au mois de juin 2023. Pour les cotes, on retrouve favori Brandon Moreno avec une cote à 1,58 et une cote à 2,23 pour Amir Albazi. Alors Brandon Moreno, c'est un combattant vraiment très complet et il a beaucoup de soumissions, 11 sur les 21 victoires, mais il est quand même capable de finir ses adversaires par KO technique ou par KO avec ses points. On l'avait vu contre Kai Kara France quand il défendait sa ceinture. Non, c'était avant de reprendre son titre, excusez-moi, Deiveson Figueiredo, je dis une bêtise, mais c'était justement pour accéder à la ceinture. Il avait battu par KO technique Kai Kara France au 3e round. Même si du coup il avait combattu pratiquement le même adversaire pendant quelques années, Deiveson Figueiredo, ils se sont affrontés 4 fois. Avant ça il avait battu également Brandon Royval par KO technique, c'était en 2020. Il avait eu quand même pas mal de finish. Alors après bon, il est sur 2 défaites, il a perdu son titre donc par split decision contre Pantoja, Alexandre Pantoja, le nouveau champion, et donc son dernier combat contre Brandon Royval qui a été une guerre et ça aurait pu partir d'un côté comme de l'autre. Mais Royval avait quand même montré un meilleur cardio et il avait fait un meilleur 5e round de mémoire. Et c'est ce qui avait coûté la victoire à Moreno. Je pense que quand même il est plus complet que Amir Albazi. Amir Albazi, son striking c'est pas terrible. Même si ça s'améliore avec le temps et qu'il a quand même 5 victoires par KO ou KO technique, c'était quand même avant l'UFC où il avait quand même enchaîné les victoires avec des finishes. Il avait quand même battu Alexandro Costa au mois de décembre 2022 par KO. Mais Albazi, il a une boxe assez classique, il prend pas trop de risques. Même s'il aime bien prendre le centre de l'octogone, il a pas de très bons coups de pied. Je pense que Moreno, il a quand même un jeu beaucoup plus complet en striking. Par contre, Albazi, il a une très bonne lutte. Il faudra que Moreno fasse attention. Dans son dernier combat contre Kai Kara France, Albazi, c'était donc au mois de juin l'année dernière. Ça fait quand même 1 an et demi qu'il n'a pas combattu. Il me semble qu'il a eu des blessures, je crois. Et des combats annulés. Mais pour moi, personnellement, j'avais même revu le combat, je trouve qu'il avait quand même perdu le combat contre Kai Kara France. J'avais trouvé un peu abusé qu'il lui donne la victoire par split decision. Pour moi, il avait vraiment nettement remporté le 3e round, où il avait pris le dos de Kai Kara France. Il avait réussi à le maintenir au sol, mais sans faire spécialement vraiment de dégâts. C'est même lui qui avait pris le plus de coups en striking, Albazi. Il avait pour moi perdu nettement le 2e, le 4e, et je lui donnais même pas le 5e non plus, même si le premier round était compliqué. Donc je trouve que c'était quand même un vol pour son premier gros test dans la catégorie. Parce qu'avant ça, il n'a pas non plus affronté des gros noms. Il combattait encore au Brève en 2019. Donc il n'a pas beaucoup d'expérience comparé à Moreno, c'est sûr. Et je pense que Moreno pourrait faire la différence debout. S'il arrive à garder le combat debout, Albazi, il n'avait pas beaucoup cherché vraiment à emmener Kai Kara France plus que ça au sol, alors que c'est quand même son point fort. Et même s'il avait pris le centre de l'octogone et qu'il se montrait le plus pressant, c'est quand même les meilleurs coups avaient été envoyés par Kai Kara France. Contre Moreno, je pense que ça pourrait se reproduire un peu de la même façon. Après, par contre, quand il lutte, Albazi, il est quand même solide. Il pourrait attraper Moreno, essayer de l'emmener au sol. Moreno pourrait facilement donner son dos, comme Kai Kara France se faire attraper le dos. Par contre, est-ce qu'il arrivera à soumettre Brandon Moreno? Je suis pas certain. Brandon Moreno, sur ses défaites, c'est que des décisions. Donc s'il perd ce combat-là, ce sera par décision. Je ne le vois pas se faire finir par Albazi. Albazi, il n'a pas, à mon avis, assez de striking ni de sol pour être capable de finir Moreno.
Par contre, il pourrait être capable de le dominer sur les 5 rounds, 3 rounds. C'est une possibilité. Moreno pourrait perdre par décision comme ça, de cette façon-là. Mais je sais pas, non, vraiment dans son dernier combat, Albazi m'a pas impressionné. Et même si Moreno il est sur 2 défaites, c'était 2 défaites par split decision. Contre Royval et Pantoja, le nouveau champion, et puis Royval qui est sur une sacrée lancée. Avant ça, il avait également donc fini Kai Kara France, il avait fini aussi Davison Figueiredo. Donc l'expérience, elle est nettement du côté de Moreno, hein. Il a fait que des combats en synchrone sur ses derniers combats pratiquement, à part quand il trouvait des finishes bien sûr. Et Albazi, son dernier combat, c'était un synchrone également, son premier main event. Mais c'était vraiment pas fou, j'ai trouvé, contre Kai Kara France. En fait, il m'a vraiment pas impressionné dans cette victoire. Je le voyais perdre, donc j'ai du mal à voir une victoire pour Albazi. Sincèrement, ça me paraît difficile. J'avais quand même envie de tenter sa cote à 2,23, mais je pense que c'est pas sérieux. Je pense que l'expérience est du côté de Moreno, même s'il est sur 2 défaites. Moreno, il a déjà été champion. Il a affronté le gratin de la KT. Je pense que c'est peut-être une marche encore trop élevée pour Albazi. Alors si les juges ils font comme contre Kaikara France et qu'ils font un vol, bon c'est possible. Mais je vois une victoire de Moreno par décision. Je pense pas qu'il soit capable non plus de finir Albazi, mais je pense qu'il peut lui poser des problèmes en striking, résister aux tentatives d'amener au sol ou aux soumissions. Et s'il se fait emmener au sol, je pense qu'il peut aussi résister. Même s'il perd un ou 2 rounds à ce moment-là, je pense qu'il peut quand même dominer l'ensemble du round avec son striking. Donc je vous conseille de choisir le Mexicain Brandon Moreno, les amis. Je pense que ça reste le choix le moins risqué. Mais restez prudent, c'est un combat de flyweight. Albazi, il est quand même solide, donc tout peut arriver. Restez prudent sur ce combat-là. Voilà les amis, on en a terminé. J'espère que les pronos vont être bons, qu'il ne va pas y avoir de changement sur la carte principale. Il y en a très souvent, comme je le répète à chaque fois. Donc on verra d'ici la fin de la semaine, sinon je mettrai ça en commentaire épinglé. Quant à nous, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour analyser et pronostiquer l'UFC Fight Night 247, Manny versus Prates. On aura également Cody Garbrandt sur la carte principale. On aura Ricky Turcios, Gerald Merchert, ou encore un combat intéressant sur la prélim, Eliseu Zaleski dos Santos contre Nicolas Dalby. Il me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie. De l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est bien sûr interdit aux moins de 18 ans. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.